Ah, les souvenirs c'est avant tout un refuge dans la musique et dans les chansons. Ça a vraiment été quelque chose de très important pour moi depuis tout petit. Et particulièrement avec les deux fées qui se sont penchées sur mon berceau, j'aime bien dire ça, des fées ou des sorcières d'ailleurs, j'aime bien les sorcières aussi. La première c'est Sylvie Vartan quand j'étais tout petit et la deuxième c'est Barbara. Et chacune à leur façon, elles m'ont prise dans les bras sans me connaître, elles m'ont consolée, elles m'ont fait rêver, elles m'ont amené du merveilleux, des paillettes, ça surtout pour Sylvie et Barbara, une émotion palpable, quelque chose qui venait résonner en moi profondément et le mélange des deux a fait que j'ai décidé que je ferais ce métier-là. Voilà. Et je te parle de ça parce qu'adolescence, enfance, ça a vraiment été une des choses les plus importantes. Après, c'était pas si facile que ça, ni l'enfance ni l'adolescence pour moi. C'était pas compliqué, mais il y avait un truc qui était pas simple, voilà, on va dire. Et j'ai grandi à Paris. À Paris, ouais. C'est drôle parce que on habite maintenant à Avenue Parmentier et quand je suis né, mes parents habitaient à Avenue Parmentier, mes grands-parents habitaient à Avenue Parmentier. Et puis des années plus tard, je me retrouve à Avenue Parmentier. C'est drôle. Mais voilà, mais depuis quelques années, on a fait des travaux dans une maison de campagne du côté de Chambord et on y vit de plus en plus. On a la chance de pouvoir y aller, donc ça c'est super. Bah, comme je te disais, il y a d'abord ces deux femmes, Sylvie Vartan et Barbara. Après, il y a tellement de choses, que ce soit la chanson française, les Gainsbourg, les Bachung, les Dao, les Christophe pour les garçons, ou les Mylène Farmer, les Catherine Ringer, les Dalida, dans les nouvelles, il y a Zao de Sagazan que j'adore vraiment. Je trouve que c'est très très beau ce qu'elle fait. West Side Story, puis les anglo-saxons, Prince, Kate Bush, Björk, Peter Gabriel, Bowie, voilà. Ça a été très important comme influence. Puis après, j'ai eu la chance de faire du théâtre avec un super prof qui s'appelle Philippe Duclos. Et là, j'ai été amené à toucher les grands auteurs de théâtre, de Sophocle à la Garce et Coltès. Donc ça a été aussi, ça a été très important. Et j'ai pas eu envie un beau jour de devenir chanteur et comédien. Comme je te dis, tout petit, je me suis vraiment réfugié, j'emploie ce mot-là, dans ma chambre d'enfant et je me suis mis à rêver. Et en rêvant, j'ai tiré ce fil-là. Donc j'ai eu la chance que je puisse en vivre jusqu'à présent, monter globalement tous les spectacles que j'avais envie de monter. Et que ça tourne, donc ça a été... mais dire que j'ai fait un choix, sans doute, bien sûr, mais pas un vrai choix où tu décides de faire un choix, quoi, tu vois, ça s'est fait tout seul. Et ben, mes premiers pas se sont faits plutôt dans la chanson, très vite, et comme la musique reste pour moi le facteur le plus important, les mélodies, les harmonies. Et au début, j'étais capable de chanter n'importe quoi, je m'en foutais. Sans doute mon éducation avec Sylvie Vartan, qui a quand même chanté beaucoup de fois des textes bons, plus ou moins bons. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de choses plus fortes dans le fond, et c'est pour ça que j'ai fait du théâtre. C'est parce que je sentais qu'il fallait que j'aille me mettre du poids dans le ventre, que j'aille m'attaquer à du texte, des grands textes. Et après, ça a influencé bien sûr le choix de mes auteurs, parce que je peux écrire certaines chansons, mais je me considère avant tout comme un interprète, un compositeur et un auteur comme ça, par fulgurance. Et après, j'ai été amené à rencontrer pour la musique des Romain Didier, des Roland Romanelli, des Thierry Garcia pour les textes, des Pascal Mathieu, Xavier Lacouture, Alain Mitchaïev, Bertrand Soulier, enfin des auteurs et des compositeurs. Enfin moi ce que j'appelle des auteurs et des compositeurs, voilà.
souviens, ça devait être dans un cabaret qui s'appelait à l'époque le Piano Zinc, en fin des années 80, où j'avais monté un récital pour un dimanche après-midi. Je crois que c'est ça mon premier... Enfin, j'ai eu des petites aventures avant, mais le premier vrai spectacle pour moi, c'est celui-là. Je garde la sensation que je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, voilà. Avec sans doute plein de fragilités, plein d'excès, mais je pense que j'avais déjà une chose essentielle, c'était l'urgence et la nécessité absolue de faire ça. Voilà. Alors après, avec le temps, en travaillant ma voix, j'ai pu peaufiner tout ça et en faire un objet artistique, je pense, de plus en plus intéressant. Peut-être qu'à l'époque, c'était bourré de fragilité, sûrement. Ce qui peut être touchant aussi, mais aussi des fragilités qui nécessitaient du travail, quoi. Donc voilà. Une de mes idoles absolues au cinéma, c'est Charlie Chaplin, mais même en tant qu'artiste. Pour moi, tout est réuni, tout est à sa place et sublimé, que ça soit dans sa façon de faire ses films, dans sa façon de jouer, dans sa façon de composer, dans sa façon d'être. Pour moi, c'est un des grands artistes. Après, au cinéma, j'ai des figures comme... En France, j'ai Isabelle Adjani, ça c'est sûr. Isabelle Adjani, c'est sans doute la première comédienne, quand j'étais aussi très jeune, qui m'a fait une sensation de... Enfin, je trouve que c'est une artiste extraordinaire, c'est une comédienne extraordinaire, même si ces derniers temps, elle est plus étrange à suivre, mais voilà. Dans la musique, je te disais, dans les Français, les hommes, c'est vraiment Gainsbourg, Bachung, Dao, Christophe, c'est mes 4 mousquetaires. Et à l'étranger, Prince. Ah tiens, Prince, pour moi, Prince et Chaplin, c'est la même famille. C'est des cousins, c'est des frères. Prince, musicalement, ou sur scène, ou dans sa façon de chanter, c'est pareil. Après, tu peux aimer ou pas aimer, comme pour Chaplin, mais il y a un souffle, il y a une... Voilà, c'est vraiment des gens, des Kate Bush, des Bowie, tout ça, c'est des gens qui m'ont pétri, ouais. Et ben, la naissance de ce projet, c'était j'avais rencontré Thierry Garcia, qui est un guitariste, musicien, arrangeur, et force de proposition artistique. Enfin, c'est vraiment un vrai artiste et un vrai partenaire. Et donc on faisait des musiques ensemble. Et on chantait et on s'est dit que ça serait bien d'avoir à un moment donné un CD, j'avais envie de m'approcher de ça, donc ça s'est fait dans ce contexte-là. Voilà, je peux pas te dire que j'en garde un souvenir impérissable, c'est pas vrai, mais c'est la trace d'une époque, quoi. Voilà. Bah, c'était une fois aussi où je me laissais un peu porter par ce qui se passait, Pour moi, le vrai travail de studio, où je trouve que je me suis vraiment impliqué, c'est le dernier disque. Mais j'en ai pas fait beaucoup, de disques. J'ai fait donc en 98 à l'envers, en 2004-2005, L'Impatience, où je me suis un peu plus investi, mais en ne maîtrisant pas forcément tout ce que je voulais, alors que le dernier, ça a vraiment été... voilà, c'est vraiment un travail que j'ai pleinement porté avec Yann Cortella et puis tous les musiciens qui sont venus jouer là-dessus, mais où vraiment j'ai été à tous les niveaux très pointilleux, on va dire. Tu sens que l'œuvre est beaucoup plus aboutie. Oui, elle est plus aboutie, même si maintenant, quand je réécoute, et puis comme dans le spectacle, j'ai les bandes de l'album, il y a toujours des choses, mais bon, à un moment donné, il a fallu arrêter, et Yann m'a dit, oui, il faut arrêter, Laurent, parce que je pense que tel que tu es, on peut très bien ne jamais le finir, cet album. Donc voilà, il y a toujours, à un moment donné, ça se fige, ça, donc on est content, et en même temps, on peut se dire, ah, ça aurait pu encore ci ou ça, mais voilà.
Ah bah Thierry Garcia et Xavier Lacouture, c'est vraiment... c'est comme des frères de scène, quoi, de chansons, de spectacles. J'ai d'abord rencontré Thierry en 95, on a fait un concert, et puis après on a décidé de travailler ensemble, de composer ensemble. Il y a une alchimie qui s'est faite, et puis par le biais de Thierry, comme je cherchais un auteur, il a fait venir Xavier qui est venu voir des concerts, et puis on a commencé à travailler avec Xavier. Et même si je suis ni un auteur ni un compositeur tel que je les conçois, au niveau des textes, je savais vraiment ce que je voulais raconter. Donc il fallait que Xavier se mette au service des histoires, des propos, des thèmes que je lui donnais. Et après, il a su magnifiquement écrire sur mesure pour moi. Et pareil pour les musiques, c'est pour ça que j'ai beaucoup fait de musique avec Thierry, qui m'a ouvert la possibilité de travailler avec lui sur les musiques. Voilà, c'est des partenaires avec qui je pouvais travailler et donner aussi mes envies, aussi bien au niveau du texte que de la musique, quoi. Les Palétuviers, c'est une compagnie que j'ai montée avec Marc Viseur, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Voilà, on était un binôme. Alors là, c'est plus dans le côté spectacle, même si ça s'appelle des spectacles chansons au théâtre. Et puis on a monté un spectacle qui s'appelait La mémoire qui chante, et où on avait interviewé des personnes âgées de la ville de Sceaux, qu'on entendait en filigrane nous raconter leur vie, et ça croisait forcément la grande histoire, parce que c'était un spectacle qui évoquait le siècle dernier, et donc des gens qui avaient pratiquement vécu toutes les périodes de ce siècle, et forcément ça croisait des fois la grande histoire. Et en écho, on était 4 sur scène, 2 filles, 2 garçons, on avait repris des chansons du répertoire qu'on avait complètement réarrangées, parce que moi j'aime apporter une nouvelle lecture sur des chansons, tout en ne me servant pas d'elles pour faire quelque chose, tout en étant à leur service, mais une lecture nouvelle en tout cas. Et voilà, et donc ça a énormément marché ce spectacle, on l'a joué pendant 5 ans partout, et donc après on a monté d'autres spectacles, et la compagnie artistiquement a vécu jusqu'en 2013-2014 avec 5-6 spectacles qui se sont montés, qui ont tourné, qui ont été joués à Avignon, voilà. C'est des choses différentes, mais bon, alors Les Boulingrins et Autres Cruautés, c'était vraiment un spectacle de théâtre, c'était un des spectacles qu'on a fait avec la directrice Nadine Baroutsikos de la scène nationale du Creusot, et qui nous a offert après une résidence de 3 ans. Donc là on était vraiment dans du théâtre, même s'il pouvait y avoir un peu de chansons, et puis du théâtre drôle, cruel, ludique. Marc venait vraiment du théâtre, moi je venais des deux. Et puis après, Mon pantalon est décousu, c'était pour les enfants. Et c'est pareil, on a été interviewé des gens qui étaient enfants pendant la guerre et qui nous racontaient des anecdotes de ce qu'ils avaient vécu en tant qu'enfants pendant la guerre. Et en écho, on venait, c'est pareil, prendre des chansons pour... Donc on avait quand même on en avait monté un autre sur mai 68 aussi, où il y avait des témoignages. On aimait que se mêlent comme ça des moments de vie forts, intenses, et comment la chanson qui nous accompagne dans nos vies, c'est la forme artistique qui nous accompagne le plus au quotidien, parce que la peinture, parce que le théâtre, parce que l'écriture aussi j'imagine, mais les chansons, boum, c'est un petit truc, ça peut te rappeler des émotions d'une intensité incroyable, des gens, un moment. Donc on aimait bien mêler ça. Je sais pas, chaque spectacle est différent. On n'a pas une recette. Alors après, dans la forme, avec les Palétuviers, on pouvait peut-être avoir effectivement ce fil conducteur de témoignages et de chansons. Mais après, on essaye d'être inventif et créatif à chaque fois. Donc tous les spectacles sont différents, même s'ils peuvent avoir des fois des liens. Après, j'en ai eu des plus différents, hein, bien sûr. Quand j'ai monté mon spectacle sur Chevalier Léon, ou le dernier. Là, le dernier, c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement fait. Au tout début, je pouvais travailler sur bande des fois, mais là, avec en plus tout un travail de scénographie, de vidéo, donc il y a eu des moments, des fois des spectacles
vraiment très différents, mais quelque part chaque spectacle est différent. C'est des travails complémentaires, moi j'essaye en tant qu'interprète, que je vienne en tant que chanteur ou en tant que comédien, de me mettre en disposition pour réagir avec des techniques, bien sûr, j'ai une technique vocale, j'ai ça, mais j'essaye surtout de me rendre disponible pour que les émotions du moment viennent nourrir ce qui se passe et permettre à la représentation d'être unique en son genre et la plus riche possible. Donc il y a toujours, et dans les répétitions, et dans le fait de monter sur scène, de toute manière quand tu montes sur scène, c'est là que tu rencontres le dernier partenaire qui est le public, et les publics sont très différents, donc ils impulsent plus ou moins sur le spectacle, mais en général ils impulsent toujours même le spectacle, même s'il y a un quatrième mur. La sensation, on ressent si le public est avec nous, contre nous, silencieux, très expressif, et ça vient influer sur notre jeu, bien sûr. Alors, j'ai rencontré Olivia Ruiz, à l'époque on cherchait quelqu'un pour faire ce duo, L'amour qu'on n'a pas fait. Et moi je l'avais vue dans la première saison de la Star Academy, j'avais tout de suite eu un crush pour elle, je la trouvais absolument délicieuse, j'adorais l'acidité de sa voix, et puis son caractère, et donc avec la productrice, ça a abouti à l'album L'Impatience. On l'a rencontrée, Olivia elle est venue me voir, et puis on a tout de suite super sympathisé. On est dans des univers très différents, on n'a pas forcément beaucoup de goût en commun, mais il y avait une tendresse, il y avait quelque chose qui s'est fait, puis je crois qu'on aimait beaucoup chanter ensemble, elle est souvent venue chanter avec moi, puis le duo s'est fait comme ça. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas, qu'on s'est perdu de vue, mais là dernièrement, elle a vu que je reprenais le spectacle, elle m'a envoyé un petit message adorable, j'espère qu'elle va pouvoir venir. Puis c'est une carrière artistique, alors là moi je suis très très admiratif. Moi qui l'ai vue au début, où il y avait plein de choses, mais elle était vraiment en devenir, ce qu'elle a fait, comment d'aller travailler avec des chorégraphes, de monter des spectacles très singuliers, à la fois de réussir à être une chanteuse populaire et grand public, et en même temps d'avoir toujours une exigence artistique. Enfin, je suis très admiratif d'Olivia et de son parcours. Jean, il est venu, Jean Guidoni, il est venu me voir chanter, et puis après il faisait des concerts, il m'a proposé de faire ses premières parties, et puis c'est pareil, Jean c'est un immense artiste de music hall, et un interprète incroyable qui dans les années 80 a monté des spectacles révolutionnaires, vraiment, 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 et qui, sans le savoir, parce que je ne le connaissais pas beaucoup à l'époque, mais m'a permis d'être aussi l'artiste que je voulais. Puis moi, en montant des spectacles comme Le Chevalier d'Éon, on a plein de thèmes qui nous réunissent, il y a quelque chose de l'ordre de la... Ouais, de la fratrie, c'est un bien grand mot, parce que je ne connais pas assez gens pour ça, mais oui, enfin, il y a des vrais points communs. Et puis Enzo, alors là, Enzo, c'est une rencontre... C'est une rencontre forte, c'est celle avec qui j'ai le plus travaillé, puisqu'on a monté un spectacle sur la famille, qu'on a joué 2 fois à Avignon, qu'on a beaucoup tourné. Et puis il y a une relation entre nous très, très forte, presque de frères et sœurs, aussi bien dans la tendresse que dans les engueulades. C'est une des personnes avec qui je peux me raconter le plus, et elle aussi. Et on est vraiment capable de se dire des choses profondes. Donc voilà, Enzo, elle est rentrée dans mon cœur d'une façon très importante. Alors la naissance de L'Homme-Femme, du spectacle L'Homme-Femme, est effectivement née d'un album, et j'ai fait cet album parce que j'avais une petite somme d'argent, et j'avais envie de refaire un album, j'en avais pas fait depuis 2005, et de prendre des chansons de différentes périodes de mon parcours, et puis justement de m'investir vraiment profondément au niveau des arrangements. Et je voulais trouver quelqu'un qui sache à la fois travailler la chanson et travailler l'univers électropop, qui est vraiment, moi, un univers musical que j'aime énormément. Et grâce à la rencontre avec Yann Cortella, ça a pu se faire. Donc on a fait cet album pendant le confinement, avec tout ce que ça veut dire.
Et puis en recevant Isabelle Echorn à un moment donné, en lui faisant écouter l'album, c'est elle qui m'a dit mais tu vas faire quoi sur scène? Je vais rien faire sur scène, c'est pas du tout prévu au programme. C'était juste un objet artistique que j'avais envie de faire comme ça pour le geste. Elle m'a dit ah bon, c'est con, c'est quand même vachement fort, ça raconte des choses de toi très intimes. Je fais oh oui, bon, ouais, bon. Je percevais pas vraiment. Et puis elle m'a dit tellement convaincue qu'on a commencé à faire une séance de travail de 2-3 jours. À la fin, on s'est fait on continue pas, ouais, allez, on continue. Et c'est vraiment un spectacle, et c'est la première fois que ça m'arrive, qui a décidé que je le monte, qui nous a emmenés, et qui, moi, m'a emmené dans des choses extrêmement intimes, extrêmement impudiques, entre guillemets. Et j'ai pu retrouver, en faisant ce travail-là, justement, ce qui m'avait bouleversé chez Barbara, c'est-à-dire sa capacité de se raconter, de se mettre à nu dans des choses très, très intimes et d'en faire quelque chose d'universel et surtout quelque chose d'artistique, de beau. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Isabelle, parce que moi, je sais que j'avais ce questionnement. Dès qu'on a commencé, que j'ai commencé à me dire oui, c'est bien, je me disais toujours, mais est-ce que c'est pas un truc très centré sur ton nombril, ça va intéresser, ça va toucher les gens Évidemment, elle me disait, mais Laurent, regarde Barbara, c'est que ça. Après, il faut en faire quelque chose d'artistique, mais c'est beau et ça peut toucher les gens, vraiment. Et bon, je m'en doutais, mais j'avais cette peur aussi. Et puis voilà, ça s'est monté, ça s'est fait. On l'a d'abord tourné, on l'a tourné pour aller chanter chez des gens, parce qu'on sortait aussi de cette époque de confinement, et on sentait qu'il y avait plein de gens qui... moi, j'ai tout un réseau depuis le début des années 2010 que je connaissais pas et qui m'a fait tourner chez les gens. Et tu peux te retrouver à chanter devant 200 personnes comme devant 10. Et avec Isabelle, on a eu envie de le monter dans ce sens-là au départ. Donc on a eu comme ça une vingtaine de dates chez des particuliers. Et puis après, moi j'ai eu envie de l'amener au théâtre en pouvant faire un travail vidéo, parce que j'avais envie aussi que dans ma tête, ce que je m'imaginais puisse à certains moments donnés être représenté de façon physique. Et donc avec Antoine Le Gallo, qui a été un partenaire extraordinaire et qui est cinéaste et réalisateur, on a fait tout un travail. Donc là, le spectacle qu'on présente à l'Essaillon, il y a des projections, enfin, on embarque vraiment les gens dans un voyage très personnel et très singulier pour moi, et heureusement qui va toucher les gens, parce que en l'ayant joué déjà l'année dernière, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir plusieurs fois, qui ont besoin de m'en parler, qui ont eu besoin de m'écrire, parce que ça est venu toucher quelque chose de très intime chez eux. Et donc ça, c'est du bonheur. Et là, la nouvelle version qu'on fait cette année, là, qui dure jusqu'au 26 juin, tous les mercredis. L'année dernière, j'ai une artiste, Alexia Vick, qui est venue voir le spectacle et qui a complètement, vraiment rentré dedans et qui a voulu me photographier, parce qu'elle est photographe, modèle photographe, et qui m'a donc offert une séance comme ça pour un domaine, tout un projet qu'elle avait. Et là, en faisant cette séance et en rencontrant des maquilleurs, des maquilleuses, j'ai eu envie d'aller encore plus loin. J'ai eu envie de passer au travail du maquillage, qui pour moi est plus un masque qu'un maquillage. Et donc cette version de cette année se fait avec un maquillage très... Enfin, c'est le travail de la maquilleuse Cassandra Seski, qui vient me maquiller tous les mercredis, parce que moi au départ je me suis dit, bon allez, tu vas me donner des cours et puis je vais le faire moi-même. J'ai très vite compris que si je voulais le faire moi-même, il y avait beaucoup de boulot, puis en plus j'ai 2 mains gauches. Donc je me suis dit, si je veux le faire, il faut qu'elle soit là. Elle a accepté d'être là, et donc tous les mercredis soirs, elle passe 1h30, 1h15 à me maquiller. Et comme je suis là, elle me sent pratiquement rien arrêter. C'est un travail de peinture, c'est somptueux. Et moi, ça me permet encore d'aller plus loin. Là. Sur scène, c'est à la fois une protection, je me sens encore plus libre qu'avant, tout en me sentant protégé par ce masque, et tout en rajoutant pour moi à la notion du merveilleux, parce que s'il y a vraiment une chose importante
aussi pour moi dans le spectacle, c'est le merveilleux. Et je rejoins quelque part Sylvie Vartan par là, parce que moi, Sylvie Vartan, quand je l'ai vue tout petit, avec les paillettes, avec ses costumes, ses changements de décor, ses danseurs qui virevoltaient, et puis elle qui était physiquement, enfin moi je la trouvais d'une beauté incroyable et singulière, et elle m'a amené cette notion du merveilleux. Barbara m'a amené quelque chose de profond de l'être humain, et elle m'a amené cette notion du merveilleux, et dans le spectacle, je trouve que je retrouve les deux. Ouais, c'est un spectacle super intime, et je suis content qu'il puisse toucher profondément les gens. Ou sûrement, mais de toute manière, quand on fait ce métier, en tout cas moi, comme ça a été, c'est parti aussi d'un traumatisme que j'ai eu petit, et c'est ce traumatisme petit qui m'a fait me jeter dans les bras de Sylvie Vartan, puis dans les bras de Barbara, et puis dans les bras de la chanson et de la musique. Donc il y a toujours cet enfant qui m'accompagne quel que soit le spectacle. Mais là, c'est vrai que là, je lui ai vraiment donné la parole avec ce spectacle-là. Donc c'est très intime, sans doute thérapie. C'est drôle parce que l'année dernière, il y a Stone qui est venu voir le spectacle. Et à la fin, elle m'a dit un truc, elle m'a dit en gros, c'est ta psychanalyse. donc, ça peut faire cet effet-là pour les spectateurs, puisque ça lui a fait cet effet-là. Mais moi, je viens bien sûr toucher le sujet au cœur avec ce spectacle-là, mais quand je fais Brel, quand je fais Barbara, quand je fais le Chevalier d'Éon, quand je joue Enterrement d'une vie de jeune fille de Gilles Granouillet, un personnage très éloigné de moi et tout ça, il y a de toute façon ça, parce que ça c'est la base. Quand je sors de l'homme-femme, d'abord, quand je commence l'homme-femme, je suis terrifié, aussi bien toutes les représentations, même encore cette année, où j'ai vraiment une sensation, tu sais, la sensation bon, j'ai toujours plus ou moins le trac, mais là, jamais à ce point-là, la sensation du truc qui monte, tu sais, dans le manège qui monte, et tu sais que ça va descendre. Et donc, à chaque fois, je rentre sur scène, il y a la mer, il y a ma voix off qui dit ce texte de Proust, puis petit à petit, il y a la lumière, et à chaque fois, c'est « mais je vais pas y arriver », et poum, je croise les doigts, pourvu que ça dure. J'arrive à la maison, j'accueille les gens, j'ai tout fait pour que ça soit le plus beau. Je me sens libre d'être. Je me fous complètement dans le bon sens du terme, de ce que les gens vont ressentir. Je défends mon spectacle pleinement, physiquement, vocalement, émotionnellement, en étant libre. Et à chaque fois que je sors de scène, c'est vrai que ça l'est, heureusement, très souvent, quel que soit le spectacle, mais celui-là, la sensation, elle est effectivement décuplée. Oui, puis dans cette reprise de l'homme-femme, j'ai aussi le bonheur d'avoir chaque mercredi un artiste qui vient chanter avec moi, un duo, le duo que j'avais enregistré avec Olivia Ruiz, L'amour qu'on n'a pas fait. Moi j'adore faire des duos, j'adore partager ce moment-là. Donc il y a Enzo, il y a Alexia Vick qui est la rencontre de cette modèle photographe avec qui j'ai fait plein de choses. Il y a ma nièce Manon qui chante aussi, qui va venir. Il y a Mimi Félixine, Raphaël Canet du Verger qui est un chorégraphe et un danseur extraordinaire et qui m'a aidé aussi sur le spectacle pour aller approfondir mes mouvements parce que j'avais très envie de danser et je lui ai demandé de venir pour que les mouvements de danse que je proposais aillent le plus loin possible et il a été merveilleux pour ça. Armel Lyons, enfin plein d'artistes, Christophe Chauzet, je vais en oublier, mais
Isabelle Ferron, Jean Déron, qui a un drag qui s'appelle La Duchiasse, il y a... voilà, chaque mercredi j'ai le bonheur d'avoir un invité différent qui vient partager ce moment. Et aussi bien pour moi que pour le public, c'est super. Pour la personne qui vient chanter, c'est plus compliqué parce que débarquer comme ça au milieu d'un spectacle, donc je les remercie d'autant plus. Et puis bon, je pense qu'ils prennent du plaisir aussi. Mais voilà. Ah ouais, alors pour la création de l'homme-femme, bon bah, Isabelle Echorn, qui est celle qui a mis, qui a mis la graine dans la terre, bien sûr ça s'est construit avec elle, il me fallait à la fois une artiste et aussi une femme d'une grande bienveillance et très accueillante, parce que comme on avait touché des choses très intimes, j'avais besoin d'être en sécurité par rapport à ça, et elle a rempli les deux fonctions à merveille. Et puis très vite j'ai eu envie d'un danseur, enfin d'un chorégraphe, parce que j'adore bouger et j'avais pas envie de faire des chorégraphies, mais j'avais envie de quelqu'un qui puisse m'aider à aller plus loin dans les mouvements que je proposais. Donc là j'ai fait appel à Raphaël Canet du Verger, qui est venu avec tout son talent et son écoute m'aider à aller plus loin dans les mouvements. Après, quand on est passé au théâtre, et ben là j'ai eu envie de tout un travail de vidéo pour que mes idées, que mes rêves d'enfant que je pouvais voir dans ma tête de temps en temps puissent se projeter pour le public de façon visuelle. Et là j'ai avec Antoine Le Gallo qui fait aussi le son, la lumière tous les soirs et qui est un artiste merveilleux, un réalisateur, on a fait tout un travail de vidéo. Et puis la dernière personne qui est quand même la plus importante, c'est mon amour, qui m'accompagne depuis des années et qui depuis quelque temps a monté sa boîte, qui n'a rien à voir avec le spectacle, mais qui a aussi fait la possibilité de faire des spectacles et qui m'accompagne aussi bien en tant que producteur maintenant que partenaire de vie. Donc voilà, c'est cette équipe-là essentiellement avec qui on a travaillé. Puis on a eu des gens comme Sandrine Donzen pour la presse, Mélanie Priou pour les réseaux sociaux, qui sont venus apporter aussi leur pierre à l'édifice. Et puis tous les gens qui nous ont accueillis chez eux au départ pour la création, qui nous ont permis de montrer le spectacle d'une façon assez brute, sans lumière, sans projection, c'était vraiment le cœur brut de l'histoire. Et qu'on continue d'ailleurs à aller jouer quand les gens ont envie qu'on se pointe comme ça chez eux pour un moment un peu particulier. Donc voilà. Le travail, quand tu viens faire un spectacle en chant-à-part, à moi c'est ce qui me terrifie le plus, bien évidemment. C'est là aussi, paradoxalement, j'ai vécu les plus belles soirées. Moi c'est en 2009-2010, à la sortie d'un spectacle que je faisais au théâtre de Beaune, j'ai une association qui me dit « Ah, vous voulez pas venir faire le spectacle ?» Je dis « Écoutez, je sais pas, oui, peut-être, où c'est, comment ?»« Ah ben c'est chez nous. » « Bon, c'est chez vous. » Donc j'ai découvert ça, et puis j'en ai parlé à Thierry, avec qui c'était un spectacle sur Brel, je fais « C'est drôle », il me fait « Oh, on y va », je fais « Allons voir ». Et j'ai découvert ça. Et donc il y a tout un réseau qui existe, et j'en ai fait souvent. Donc quand effectivement on a monté l'homme-femme et qu'on a été interdit de se voir, on a été obligé de rester chez soi, et avec toute même si je comprends pourquoi ça s'est fait, mais bon, c'était quand même une drôle de période. On a eu envie justement de revenir au cœur des gens, et puis aussi les chant-à-part, moi ce que j'adore dans l'idée de chant-à-part, c'est que ça ramène la chanson à un moment d'échange de proximité, puis ça peut rappeler j'ai pas vraiment connu ça, mais les déjeuners de famille où la grand-mère chantait, où le petit-fils chantait, où c'était quand toute la façon de pouvoir partager la musique était très différente. Il y avait des moments comme ça, on chantait beaucoup, et on chantait beaucoup justement dans un moment de vrai partage humain et simple, et juste de partager un moment comme ça.
Et ça, dans le chant à part, tu le retrouves parce que tu vois les gens. Et eux te voient, mais ils sont vus aussi. Donc quand tu regardes quelqu'un dans un théâtre, il est dans le noir en général, donc il est protégé. Mais là, je te vois, tu me vois. Donc ça crée des fois des choses super. Hein, quand tu as un public qui est complètement avec toi et que tu vois dans ses yeux ses larmes, ses rires, c'est fou. Ah non, au contraire. Au contraire, c'est on partage. C'est extraordinaire de pouvoir. Enfin, quand tu montes sur scène, c'est à la fois pour faire réfléchir, pour faire avancer, mais aussi pour pleurer, pour rire. Et qu'est-ce que c'est important de pleurer et rire dans la vie. Et moi, quand je travaille, je fais tout pour amener le rire ou les pleurs sur scène. Je ne veux pas les fabriquer, mais je fais tout pour qu'ils puissent arriver. Et quand je fais travailler des gens, je leur dis aussi, c'est vos outils les plus précieux. Donc quand tu partages ça en chant à part avec quelqu'un qui tout d'un coup est profondément touché, mais c'est beau, au contraire, moi ça me donne encore plus envie. Ça vient nourrir mon émotion. Et bon, après, toi, tu es là pour raconter une histoire, chanter, délivrer un texte. Et il ne faut pas quitter cet endroit-là. Ça, c'est important. L'idée n'est pas de se répandre. L'idée est de venir nourrir avec tout ça ce que tu es en train de faire. Et dans les chants à part, quand tu as des moments comme ça, c'est plus compliqué si tu as quelqu'un qui te fait la gueule ou qui est désagréable. Là, effectivement, tu essayes d'éviter son regard parce qu'il t'envoie quelque chose qui n'est pas sympa. Mais heureusement, ça m'est rarement arrivé, mais sinon, moi, je trouve que c'est au contraire, c'est super. Bah ouais, quand t'as quelqu'un qui ressent la même chose que toi, et en particulier sur ce spectacle-là qui est très intime, mais c'est comme si on se prenait dans les bras. Son émotion et la mienne, pour moi, on s'est vraiment raconté des choses, on s'est fait du bien, on s'est livré, tiens, viens. Ouais, bien sûr, viens dans mes bras. Donc moi, c'est pas un... Non, ce qui est plus déstabilisant, c'est une position qui me semble hostile. Et des fois, il faut faire attention, parce que je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y avait 2 personnes au premier rang. Oh, ils m'envoyaient des ondes, c'était pas possible. Et ils m'ont attendu à la sortie, donc c'est aussi très compliqué, tu vois, ils étaient bouleversés. Alors qu'ils envoyaient un truc, tu vois. Et ils ont attendu que je sorte, genre assez rapidement, en un quart d'heure, parce que je garde mon maquillage, je me démaquille, parce que sinon j'en ai pour très longtemps. Et donc je les ai vus, ils attendaient. Donc tu vois, il faut faire attention. Il ne faut pas te laisser emporter par une sensation. Mais par contre, c'est vrai que dans le partage, c'était pas forcément des gens avec qui ça m'était sympathique de partager ce moment-là. Tu vois ? Mais quelqu'un qui pleure et qui rit, qui s'effondre comme ça, au contraire, j'espère que c'est un endroit où, justement, il lâche et ça va le soulager. Les pleurs et les rires, c'est fait pour nous permettre de décharger des choses aussi, pour nous faire du bien. La pire des choses, c'est de ne plus pouvoir pleurer ou plus pouvoir rire, je trouve. Enfin, une des pires des choses. Une des choses les pires, pour le dire en français. C'est un échange, voilà. C'est un échange. Et moi, j'ai pas peur des gens qui tout d'un coup lâchent. Surtout quand je suis en train de chanter et qui tout d'un coup, c'est ce que je suis en train de faire, a priori, qui leur permettent de se laisser aller. C'est drôle parce que dans ce spectacle, on a des fois, c'est silencieux, il n'y a même pas un applaudissement entre les chansons. Et puis tu as des soirées où les gens sont morts de rire, où ils pleurent à gros bouts. Enfin, c'est très étrange. C'est très étrange, ça dépend vraiment du public. Des fois, tu as un public, comme c'est un vrai voyage, les deux premières chansons s'enchaînent, tu as un univers, ils se laissent porter. Et s'il n'y a pas d'applaudissement, pour moi, c'est pas grave. Ça me gêne pas, je peux comprendre ça. Puis t'en as d'autres qui d'emblée ont besoin c'est très très drôle. On a eu 2 mercredis, mais vraiment
radicalement différents. Et a priori, les deux ont aimé, parce que la salle très silencieuse, ils ont adoré. Mais alors, tu sentais tu les sentais pas hostiles, mais tu sentais qu'ils étaient partis. J'ai des amis qui me disent, qui sont venus au spectacle, qui me font oh, il y a des moments dans ton spectacle, on a l'impression d'avoir fumé un pétard. Ça nous fout. Voilà. Je sais qu'il a de temps en temps cette capacité de faire partir les gens entre la vidéo, le texte, de faire partir dans un voyage, quoi. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Ouais, bah ce spectacle-là, c'est Barbara, on en revient à Barbara, qui racontait dans son livre, ses mémoires inachevées, à un moment donné, je ne sais plus exactement comment elle le dit, mais je crois qu'elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir pu dire à son père, puisqu'il est parti avant qu'elle le revoie, je te pardonne parce que je suis devenue une femme qui chante et que j'ai pu transformer de ce traumatisme-là et en faire pousser des fleurs magnifiques que j'offre aux gens. Et puisque je suis revenu avec l'homme-femme à la source, c'est-à-dire à ce petit enfant, et pourquoi il avait tant besoin de se réfugier dans la musique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de faire du beau avec du lait, entre guillemets. Ou voilà, faire pousser des belles fleurs sur un terreau, mais on sait bien que le terreau, des fois, pour pousser, il a besoin de fumier. C'est paradoxal. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr. Pour l'instant, j'ai 4 projets comme ça. Il y a l'envie de reprendre mon spectacle sur le Chevalier d'Éon, qui est un personnage de l'histoire de France incroyable, qui a vécu 82 ans, né en 1728, mort en 1810, qui a passé 49 ans en homme, 33 ans en femme, qui est un des plus grands espions de l'histoire de l'espionnage international, qui a eu une vie incroyable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une série comme Game of Thrones sur lui, vu la vie qu'il a eue. Et j'avais fait tout un spectacle avec Romain Didier pour la composition, Alain Mitchaïev pour le texte. Et moi les accompagnant dans cette création, parce que c'était vraiment un truc, je voulais être là sur le moindre mot et la moindre note, et ils ont accepté ce travail-là. Et on l'a joué à Avignon, on l'a joué en 2014, on a eu pareil quelques dates de tournée, et là j'ai envie peut-être de le reprendre, avec guitare électrique, violoncelle. La question se pose. Après, il y a un projet autour de Jekyll, écrit par Vincent Gaillard. Pareil, je lui avais demandé de m'écrire un spectacle, et il a écrit ça, et c'est une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui se passe en 1939 à Londres. Jekyll est un adepte de Freud qui est venu mourir de son cancer de la gorge ou de la langue. Et en s'injectant son produit, pour aller plus loin dans le travail de la psychanalyse, il convoque Hyde sur son divan, et donc c'est une pièce où il y a Jekyll joué par quelqu'un, Hyde joué par quelqu'un d'autre, alors que normalement forcément c'est la même personne. Une pièce musicale que je trouve super, donc peut-être ça. Après, normalement, là, justement, une compagnie qui s'appelle Cinématique Théâtre, avec qui je refais du théâtre depuis 2017-18. On a déjà monté 2 pièces, et il est prévu d'en monter une nouvelle, qui a été écrite spécialement pour la compagnie et pour les 5 comédiens qui sont pressentis. Une pièce de Gilles Granouillet qui s'appelle Rond-Point, et qui évoque le mouvement des Gilets jaunes, avec beaucoup d'humour, de cruauté, et en même temps de choses politiques très fortes. Donc il y a ce projet-là qui devrait se monter. Et puis un projet qui, moi, me remplit de bonheur. J'ai ma nièce Manon, qui maintenant est auteure, comédienne, qui est en train de monter son 2e spectacle qu'elle a écrit, qui s'appelle La Décision. Et vraiment, c'est un beau travail d'écriture, c'est une artiste étonnante. Puis comme moi je l'ai vue tout petit, que je me suis occupé d'elle tout petit,
C'est fou de voir ça. Et elle a comme projet d'écrire une pièce pour nous deux. Et qui s'appellerait a priori Sissi von Wart. Et Sissi von Wart est un personnage et quelque part ma drag queen à moi. Et j'avais fait une série de photos avec elle, en elle. Et en voyant cette série de photos, elle m'a dit je vais écrire une pièce pour elle. Donc elle est dans l'écriture qui commence déjà à avancer, il y a des choses super, le speech est super. Et donc ça serait pour elle et moi. Donc ça c'est un projet, c'est un cadeau quoi. J'espère. Oh là là, ma phrase, ma devise, si je devais me définir. Il y aurait quelque chose de l'ordre d'un handicapé, rempli de merveilleux paillettes et de possibilités d'être extrêmement présent, tout en étant complètement largué. Je dirais un truc comme ça, tu vois. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'en vieillissant, ah bon, tu perds plein de choses. Hein. Physiquement, bon, on en parlait, hein, les douleurs partout qui commencent doucement à arriver. Mais on a aussi, heureusement, pourvu que ça dure, des choses qui se calment, des choses qui s'apaisent, des choses qui pouvaient vous rendre malade avant et que vous arrivez à mettre à distance et qui sont pas forcément devenues agréables, mais qui vous embêtent plus comme elles vous embêtaient dans la vie. Et il y a, heureusement, et donc voilà, moi je suis un peu, voilà, je te disais, un handicapé féerique. Hormis la musique, hormis tout ça, oh là là, j'adore bien manger. C'est vrai, je suis un gourmand. Qu'est-ce que je peux adorer manger des bonnes choses. Hein. J'adore aussi... Je fais ça depuis quelques années avec des... je suis prof d'interprétation au cours Florent depuis 2 ans. Interprétation au cours Florent, musique actuelle. Ils ont plein de... Et ça, travailler avec de jeunes artistes en devenir et transmettre. Et trouver un terrain où on se comprend, où j'arrive à leur faire comprendre des choses et tout, ça c'est quelque chose que j'adore, comme les rapports humains, quand tout d'un coup on se met vraiment à se parler, à se raconter, à se regarder dans les yeux et à partager ça, voilà. Je crois que c'est essentiellement ça. Voilà. Un coup de gueule. Sylvie Vartan fait ses adieux l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est mortelle. Elle va disparaître. Bon, ça c'est pour la rigolade, mais non, enfin un coup de gueule, je sais pas, je veux dire des banalités. C'est vrai que le monde dans lequel on est et toutes ces théories du complot et tout ce qui arrive et les futures élections présidentielles en France enfin, pour quelqu'un de ma génération, il y a quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'était incroyable de voir des personnalités, des gens pareils pouvoir arriver au pouvoir. Ça, j'avoue que ça
ça me laisse un peu incrédule. Enfin, puis un coup de gueule. Il y en a tellement à pousser en ce moment. Puis j'ai pas envie forcément de ça. C'est déjà assez lourd comme ça. J'ai plutôt envie d'essayer d'aller chercher ce qui est beau, et de me dire, bon bah voilà, il y a quelque part, le monde est en ébullition, mais il te permet d'être vraiment présent au moment présent, parce que demain devient de plus en plus incertain. Et bah ça, c'est peut-être le bon côté des choses. J'ai vu donc Sylvie Vartan, je devais avoir 6-7 ans ou 5 ans, avec ma mamie et ma maman. Tu vois l'ambiance. Et je ne sais pas qui c'était vraiment à l'époque. Et j'ai vu au Palais des Congrès. Donc, je te dis, c'est un truc, ça a été... Et elle m'a prise dans ses bras. Et alors après, tout ce qu'elle peut faire, moi je prends, tout en ayant un regard artistique qui me permet de dire ça, je trouve ça super, ça, bon, je trouve pas ça fantastique. Mais, et puis après, bon, moi, j'adorais son grain de voix. Je trouve qu'elle avait un grain de voix d'une sensualité, j'adorais aussi sa maladresse. Je trouve que c'est une femme qui avait quelque chose de maladroit, mais qui me touche beaucoup. Voilà. Puis cette notion, je te dis, du merveilleux, Ouais, c'est une artiste, en tout cas, qui a créé avec moi quelque chose de très fort. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Enfin, tous les artistes peuvent créer avec, je pense, leurs fans, entre guillemets, des choses très fortes. Mais je sais qu'il y en a son avocat, qui est devenu son avocat, qui a sorti un livre comme quoi, quand il était tout petit, il avait un problème physique, et c'est avec sa famille, sa mère et Sylvie Vartan qu'il a surmonté cette épreuve. Donc c'est drôle, parce que moi, elle m'a aussi aidé quelque part à surmonter cette épreuve. Tu vois? Donc, voilà, la pauvre, il y a des choses qui s'accrochent sur elle. C'est drôle. C'est drôle. Donc voilà, ouais, il y a vraiment... je pense qu'il y a quelque chose d'intime et de personnel, d'encore plus important que le choc artistique que j'ai pu avoir en la voyant. Je l'ai vue, j'ai été me jeter dans ses bras, prends-moi dans tes bras, protège-moi. Tu vois, ça a été un truc de cet ordre-là. Quand je l'ai vue sur scène, c'est la sensation que j'ai. J'étais assis tout en haut, et j'ai eu l'impression que, emmène-moi. Voilà. Et tu as pu la rencontrer après? J'ai jamais vraiment rencontré Sylvie Vartan. J'ai échangé 3 phrases avec elle à la suite d'un de ses concerts après l'Olympia, où ça avait duré 2h30, elle avait reçu 150 personnes dans sa loge, il était 2h30 du matin, elle était arrivée, elle était déjà plus toute jeune, souriante, très gentille, mais bon, je pense un peu fatiguée avec des gens qui... Donc, j'ai pas eu d'échange vraiment avec elle. J'ai pas vraiment eu d'échange avec elle. Par contre, ça a été un joli moment parce que... donc, ça devait être en 2017. Et à un moment donné, j'ai pris sa main. Et en prenant sa main, j'ai retrouvé la main de ma mamie, justement, qui m'avait emmené la voir. La main d'une dame âgée, qui est maintenant une dame âgée. Et ça a été un truc... ouais, voilà, il y a eu des trucs... mais c'est la seule rencontre avec elle, donc tu vois, c'est pas... Mais je sais pas si j'ai forcément envie de la raconter, parce que ce que j'ai vécu avec elle, pour elle, voilà, et rentrer dans son quotidien, je sais pas. Si jamais l'occasion se fait, je pense que j'irai, bien sûr. Mais je cherche pas forcément à tout prix à la provoquer. Ça serait sûrement différent suivant les jours, mais aujourd'hui, dans le mood où je suis, je
pense que je garderai l'œuvre de Charlie Chaplin. Celle de Prince et celle de Kate Bush. Ok. Ouais, je crois. Aujourd'hui.